Donald Trump a donc attaqué le Venezuela, enlevé Nicolás Maduro et spoiler, non, tout cela ce n'est pas pour rétablir la démocratie ou autre. La question de la démocratie était d'ailleurs globalement absente de son discours. Mais par contre, ce qui était très présent dans son discours, c'était la question du pétrole. Le pétrole qu'il a mentionné près de 20 fois lors de sa conférence de presse ce week-end. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser ce sujet extrêmement important. On va analyser aussi ensuite le reste de l'actualité liée au Venezuela et puis au reste du monde. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, je reviens avec la caméra à partir de demain. Bon, d'abord, micro rappel du contexte. Dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump a donc mené une attaque sans précédent à Caracas, la capitale du Venezuela en Amérique du Sud. Il a enlevé celui qui dirigeait le pays malgré des accusations de fraude importantes. Il s'agit donc de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro et son épouse qui comparaissaient pour une première fois au tribunal de New York ce lundi. Alors selon Donald Trump, aucun membre de ses troupes n'a été tué, mais le Venezuela a affirmé que des victimes innocentes ont été blessées et tuées sans donner plus de détails. Ce lundi, le gouvernement de Cuba, un pays voisin et allié au Venezuela, a indiqué que 32 soldats cubains en mission au Venezuela ont perdu la vie au cours des combats. Et plus largement, les témoignages font état de plusieurs dizaines de personnes qui auraient été tuées. Alors ce week-end, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, on a essayé de résumer au mieux les différentes réactions internationales pour montrer et analyser les différents points de vue dans le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que l'immense majorité des spécialistes estiment que cette intervention, elle est complètement contraire au droit international. L'ONG Amnesty International dénonce notamment l'attaque américaine qui, je cite, soulève de graves préoccupations quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne. Alors, après la capture de Maduro, il y a eu au Venezuela et puis sur les réseaux sociaux au sein de la communauté vénézuélienne des scènes importantes de joie de ceux qui souhaitaient son départ. Il y a aussi eu en parallèle, à Caracas notamment, des manifestations pro-Maduro organisées par le parti. Mais alors, plusieurs raisons sont avancées par les États-Unis pour tenter de justifier cette attaque. Bon, déjà, comme plusieurs pays dans le monde, ils ne reconnaissent pas la réélection de Maduro à cause d'accusations de fraude électorale. Les États-Unis l'accusent aussi de diriger un réseau de trafic de drogue dont les cargaisons aboutiraient aux États-Unis. Même si, attention sur ce point, pour nuancer, beaucoup d'experts indiquent que le Venezuela n'est pas le principal exportateur de drogue vers les États-Unis. Certains pays, comme le Mexique, le sont davantage et c'est bien le Venezuela qui a été ciblé. Mais la raison, qui était déjà connue en réalité avant, ça faisait des semaines qu'on en parlait sur la chaîne, mais qui est désormais bien officielle, c'est la question du pétrole. En effet, le Venezuela possède de très importantes réserves de pétrole capables de générer beaucoup de profits. Pourtant, il faut savoir que la production de pétrole du Venezuela a largement diminué ces dernières années. Cette baisse de la production, elle a plusieurs raisons, notamment des sanctions imposées par les États-Unis depuis des années, mais aussi une mauvaise gestion et une corruption dans le pays qui a mené à des sous-investissements dans le secteur. Bref, Donald Trump souhaite relancer le pétrole au Venezuela et il souhaite évidemment que les États-Unis en tirent profit. Mais il y a un élément à analyser dans le discours de Trump. Il a mentionné le fait de vouloir, je cite, récupérer le pétrole volé aux États-Unis. Comment analyser tout cela ? Eh bien en fait, il faut savoir que pendant plusieurs décennies, les États-Unis ont, avec l'accord du Venezuela, extrait et raffiné du pétrole vénézuélien. Et en échange de cela, eh bien le Venezuela en fait tirait d'importants revenus grâce aux taxes et aux redevances des compagnies américaines qui étaient présentes sur place. Or, à partir des années 70 et surtout en fait à partir de 2007, les gouvernements vénézuéliens ont décidé de nationaliser leur industrie pétrolière pour éviter donc de céder une part trop importante de leurs richesses à des pays étrangers. Résultat, les revenus issus du pétrole ne sont donc désormais plus principalement destinés aux compagnies étrangères mais bien au Venezuela. Et tout cela a poussé des groupes pétroliers américains comme par exemple ExxonMobil à quitter le pays et à réclamer des indemnités au Venezuela en raison des investissements qu'ils estimaient avoir effectués. Bref, c'est donc sur cette question des nationalisations que les États-Unis basent leur argumentaire sur un pétrole volé, mais évidemment, vous vous en doutez, juridiquement, ça ne veut pas du tout dire que le pétrole vénézuélien, il doit appartenir aux États-Unis. C'est surtout aujourd'hui en fait un élément de communication, de rhétorique, le tout pour tenter de justifier une attaque qui n'a pas de base légale. En tout cas, pour exploiter à nouveau le pétrole du Venezuela, en théorie, les États-Unis devraient avoir besoin d'un accord avec le gouvernement vénézuélien. C'est ce qui semble être en cours de discussion avec la vice-présidente Delcy Rodríguez qui a pris la tête du pays à la place de Maduro. Delcy Rodríguez qui est tout simplement largement menacée par Trump si elle ne coopère pas. L'exploitation du pétrole pourrait aussi nécessiter plusieurs milliards de dollars d'investissement. Il y a donc une forme d'incertitude sur le sujet. Au-delà du pétrole, il faut noter que Trump pourrait être aussi très intéressé par les réserves d'or, des réserves d'or qui sont importantes dans le pays. Alors ce qui est certain, c'est que cette attaque, elle illustre bien une nouvelle forme d'impérialisme américain sous l'ère de Donald Trump, un impérialisme qui
qui vise à capter des ressources jugées stratégiques et ce potentiellement à n'importe quel prix. Récemment, Trump a notamment signé un accord avec l'Ukraine qui garantissait un soutien militaire et financier en échange d'un accès privilégié aux terres rares de l'Ukraine. Les terres rares, elles sont importantes pour la fabrication d'un certain nombre de produits technologiques. Et aujourd'hui, ce type de pression, il touche aussi le Groenland. Trump a affirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland. Rien que ça, c'est une déclaration qu'il a faite il y a quelques heures. Il a aussi déclaré qu'il s'occuperait du Groenland dans environ 2 mois. Or, le Groenland est un territoire autonome qui appartient au Danemark. Et la première ministre danoise Frederiksen a demandé aux États-Unis, je cite, de cesser les menaces. Bon, et en termes de menaces, je le disais, Donald Trump a aussi menacé la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez. Il a déclaré, je cite, que si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va en payer le prix fort, probablement plus cher que Maduro. Maduro, lui, on le disait, il comparaît aujourd'hui devant la justice américaine pour trafic de drogue notamment. Bref, c'est une situation évidemment extrêmement importante à analyser. On va continuer à le faire dans les prochains jours. Et comme il se passe beaucoup de choses, on en parle aussi très régulièrement directement sur notre compte Instagram. Alors vous le savez parce que vous êtes déjà plus de 5 millions là-bas, mais le nom du compte c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Les 40 personnes décédées lors de l'incendie de Crans-Montana en Suisse ont été toutes identifiées et les familles ont été averties. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche soir la police du canton suisse du Valais. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Un incendie a éclaté dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans le bar Le Constellation en pleine célébration du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés. 21 Suisses, 9 Français, 6 Italiens, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc sont décédés et parmi les victimes, 20 étaient mineurs. Parmi les blessés, 21 sont français selon la police. Une enquête a été ouverte contre les gérants français du bar pour homicide, lésions corporelles et incendie par négligence. Selon la procureure générale du canton du Valais, le feu serait parti de bougies posées sur des bouteilles de champagne trop près du plafond. Les enquêteurs vont également examiner les accès au sous-sol et la mousse isolante du plafond qui aurait favorisé l'embrasement. Une journée de deuil national est prévue le 9 janvier. Deuxième actu, les médecins libéraux entament ce lundi une grève qui prévoit de durer 10 jours pour protester contre des mesures les concernant dans le budget de la sécurité sociale 2026. Ils dénoncent un budget jugé insuffisant, le contrôle renforcé des arrêts de travail ou encore la baisse des tarifs de certains actes. Le mouvement, soutenu par les organisations professionnelles, des syndicats étudiants et de jeunes médecins, devrait entraîner la fermeture de cabinets et l'annulation d'opérations. Alors les patients déjà hospitalisés seront soignés, mais les nouvelles admissions hors urgence vitale seront orientées vers l'hôpital public, déjà sous tension en raison d'épidémies hivernales. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a assuré que des mesures de permanence des soins sont prévues et n'exclut pas non plus des réquisitions si nécessaire. Concrètement, certains médecins pourraient être obligés d'intervenir et de fournir des soins ou examens, même s'ils ne sont pas volontaires. 85% des adhérents de la Confédération des syndicats médicaux français comptent faire grève. Du côté des médecins de ville, plus de 14 500 se sont déjà déclarés grévistes via une plateforme. Une manifestation est prévue à Paris le 10 janvier, on suivra ça. Troisième actu, la France et le Royaume-Uni ont attaqué ce samedi un site souterrain en Syrie, soupçonné d'être utilisé par le groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique de la Défense. Aucun mort n'a été signalé par les autorités. Cette frappe aérienne a eu lieu dans les montagnes au nord de l'ancienne cité de Palmyre, dans le centre du pays. L'installation ciblée aurait été probablement utilisée pour stocker des armes et des explosifs, selon le ministère britannique. Une évaluation est en cours, mais les premières indications ont confirmé le succès de cette frappe. Pendant la guerre en Syrie, déclenchée en 2011, l'État islamique avait pris le contrôle de vastes territoires, dont la ville de Palmyre, donc avant sa défaite en 2019. Cependant, certains combattants restent actifs dans le désert syrien. Fin décembre, les États-Unis avaient déjà frappé des bastions du groupe, tuant au moins 5 djihadistes, selon une ONG. Quatrième actu, le gouvernement français va suspendre les importations de produits d'Amérique du Sud qui contiennent des substances interdites en Europe. Ça concerne notamment les avocats, les mangues, les goyaves, les agrumes, les raisins et les pommes qui viennent donc de pays d'Amérique du Sud et qui contiennent des herbicides et fongicides utilisés pour protéger les cultures contre les mauvaises herbes et les maladies, mais qui sont interdits dans l'Union européenne en raison de risques pour la santé et l'environnement. Cette annonce, elle intervient dans un contexte tendu pour les agriculteurs français qui sont mobilisés depuis des mois contre la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays du Mercosur, d'Amérique du Sud, donc prévu le 12 janvier. En tout cas, pour mettre en place cette suspension des importations, la France doit encore obtenir le feu vert de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, dans les 10 prochains jours. Cinquième actu, 10 personnes ont été condamnées ce lundi à des peines allant de 4 à 8 mois de prison avec sursis et jusqu'à 6 mois de prison ferme pour avoir cyberharcelé Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. Il s'agit de 8 hommes et de 2 femmes qui avaient notamment relayé sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre, donc née avec un sexe masculin, et une pédocriminelle. Le président du tribunal
tribunal, Thierry Donnard a justifié ce verdict en faisant état, je cite, d'une volonté de nuire à la plaignante dans des termes malveillants, dégradants et insultants. À noter qu'une autre procédure est en cours aux États-Unis après la publication d'une série de vidéos intitulée Becoming Brigitte, devenir Brigitte en français, par l'influenceuse pro-Trump Candace Owens. Et enfin, on termine avec cette actu culturelle. L'acteur franco-américain Timothée Chalamet a été sacré meilleur acteur ce dimanche soir aux Critics' Choice Awards pour sa performance dans le film Marty Suprême, réalisé par Josh Safdie. Dans ce film, il incarne un champion de ping-pong des années 50. Face à lui se trouvait notamment Leonardo DiCaprio, qui était nommé pour son rôle dans le film Une bataille après l'autre, le film qui a d'ailleurs remporté les prix du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté. C'est une récompense assez majeure pour Timothée Chalamet, car cette cérémonie, dans laquelle la critique spécialisée vote, ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes cette année, et ça peut donc être vu comme un indicateur de ce qui va se profiler aux Oscars, prévu le 15 mars prochain. Pour les Oscars, on ne connaît pas encore les nominations, pour ça il va falloir patienter jusqu'au 22 janvier. Merci beaucoup Blanche. Alors pour suivre ce format en version audio en cette nouvelle année, d'ailleurs bonne année à tous ceux qui n'ont pas vu peut-être les vidéos précédentes, vous pouvez suivre tout ça directement donc sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Mais ça vous permet aussi de recevoir les actualités culturelles ou encore mes interviews. Il y en a pas mal qui arrivent ce mois-ci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.